la présentation du petit bouquin. Ourson et les Narechnitsi. Narechnitsi, cela veut dire, ce sont des faits du destin. Elles sont assimilées aux parcs, les 3 parcs. Mais en macédonien, c'est les Narechnitsi. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc, il y a à l'intérieur 15 contes qui viennent d'une collecte de Tsepenkov, une collecte qu'il a faite au XIXe siècle en Macédoine. Comment j'en suis venue à traduire ces contes? Ben, c'est tout simple. C'est qu'un jour, je suis allée chez mes parents et j'ai vu ce bouquin-là. En fait, il y en avait 2. 2 livres que ma grand-mère macédonienne nous avait envoyés dans les années 60. C'est une édition des années 60 et c'est une de mes premières lectures en macédonien. C'est du cyrillique. Et lorsque je l'ai revu, ben, il y a 5-6 ans, ben, ça m'a fait chaud au cœur. Et en même temps, j'ai commencé à lire les histoires. Je ne m'en souviens plus. Je les trouvais très chouettes et je me suis dit, tiens, ce serait bien que je les traduise pour mes enfants. Puis après, j'ai pensé à mes neveux, à mes nièces. Je me suis dit, tiens, peut-être que ça les intéresserait aussi. Et au fur et à mesure que je lisais, en tant que conteuse, je me suis dit que ça intéresserait sans doute aussi d'autres conteurs. Mais le tout était de savoir s'il avait déjà été traduit. Donc j'ai fait des recherches. À ma grande surprise, non seulement il n'avait pas été traduit, mais il n'était même pas connu en France. J'ai demandé à une amie archiviste de faire des recherches pour moi, un peu plus fouillées. Elle a regardé un peu partout. Il n'a été traduit nulle part. Nulle part. Sauf par un professeur de langues orientales en Australie, à l'université Mac quelque chose. Je ne me souviens plus. En anglais donc. Mais pas tout. Une petite sélection. Et donc je me suis mise à traduire plus sérieusement. En tant que mythologue, ce qui m'intéressait, c'était les thèmes des origines. C'est pour ça qu'un premier ouvrage est paru sur le thème des contes étiologiques. Il a été édité en 2008 chez Fliss France. Alors les contes étiologiques, voilà, c'est un grand homme avec de grandes moustaches, on le présente toujours avec sa masse qui a des piquants un peu partout, et toujours accompagné de son cheval, Chartsa Pelivana, qui signifie cheval pommelé. Ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là est le fils de Volkachin, ce qui signifie fils du loup, mais il est aussi le fils d'une fée. Une fée qui a des caractéristiques étonnantes, puisque c'est une fée cheval. D'ailleurs, c'est elle qui a offert son cheval, Chartsa Pelivana, à Marc, et lui-même, Marc, on l'appelle le jumentin, le fils de la jument. Bon, c'est intéressant pour les mythologues, notamment, puisque on peut rapprocher cela de la déesse Epona, la déesse celtique. Voilà. Il y a aussi des tas de légendes de dragons, de fées, d'eau qui ne mouille pas, de souterrains. Donc, Tsepenkov a vécu au milieu de tout cela et il adorait les contes, comme tout le monde autour de lui. Et voilà qu'un jour, il rencontre un professeur, un folkloriste, qui s'appelle Dimitar Miladinov. Ils sont 2 frères, Constantin et Dimitar Miladinov, qui récoltent des poèmes et des chansons populaires macédoniennes. Et celui-ci donne un livre à Tsepenkov. Et ce livre a été écrit par le professeur Matov. Et c'est un livre de recueil de contes populaires. Et lorsque Tsepenkov lit ces contes, il a une révélation. Il réalise que les savoirs populaires ont de la valeur. Et lui-même, il a comme une vocation subite. Il se dit qu'il veut garder la mémoire de son peuple pour les générations futures. Et il commence à collecter tout ce qu'il peut dans sa famille, chez le voisin, enfin vraiment tout autour de lui. Et d'ailleurs,
lui-même explique comment il procède. Les professeurs qu'il a rencontrés, les autres folkloristes, les ethnologues lui ont bien dit comment il fallait s'y prendre. Et dans son autobiographie, il dit « J'ai collecté de nombreux contes et d'autres récits en procédant ainsi. D'abord, j'amorçais en racontant quelques histoires sur le thème qui m'intéressait, puis celui qui en avait envie racontait à son tour. Moi, prêt à raconter, oreilles grandes ouvertes, j'emmagasinais tout dans ma tête. J'étais si reconnaissant qu'à la fin, je remerciais le conteur en lui offrant à boire de la rakia, du vin ou toute autre chose. J'ai questionné beaucoup d'hommes et de femmes, frappant de porte en porte, tel un mendiant pour quémander des récits. » Voilà. Alors, il lui a fallu beaucoup de courage pour aller au-delà du regard social. Avec les hommes, ça allait à peu près, mais pour les femmes, c'était plus difficile, parce que surtout les jeunes femmes craignaient que cet homme-là n'ait quelques idées derrière la tête, quoi, en demandant leurs secrets. Parce que c'est ça qu'ils voulaient savoir, ce qui se passait, ce qui se disait chez les femmes, par exemple. Et il faut dire qu'à la fin de sa vie, bon, lui, il en connaissait déjà un peu 500 à peu près, et dans son autobiographie, il dit qu'il collectait, il écrivait entre 1 et 2 contes par semaine, 1 à 2 récits par semaine. Ce qui fait qu'à la fin de sa vie, on sait qu'il a collecté plus de 800 contes, 700 chants, je le lis parce qu'il y en a tellement, 5000 proverbes, des centaines de devinettes, des énigmes, des croyances populaires, des interprétations de rêves, des formules magiques, des recettes de sortilèges, de malédictions, de guérisons, des témoignages de coutumes, des malédictions, des langages secrets, des jeux d'enfants, des descriptions d'outils d'artisanat, d'instruments musicaux, etc., etc. Enfin, la liste est longue. Et les contes recouvrent tous les registres du merveilleux, éthiologique, facétieux, religieux, enfin tout. Ce qui est intéressant, moi j'ai eu la chance de traduire un rite de naissance. C'est fabuleux, je crois que c'est ma plus belle découverte. En fait, il faut savoir que dans les croyances macédoniennes, il y a 2 types de fées. Il y a les narechnitsi, qui s'intéressent à l'enfant, au nouveau-né. Elles interviennent la nuit, la 3e nuit de la naissance de l'enfant, et elles lui disent le destin. Elles disent le destin qu'il aura et elles l'écrivent sur un livre. Mais il y a aussi, une fois que l'enfant est né, lorsque la mère a accouché, elle ne peut pas se lever parce qu'il y a un autre type de fée ou de sorcière, ou en tout cas d'être extraordinaire, qui va venir la poursuivre et peut-être l'emmener dans son monde. Et celle-ci s'appelle les Navi. Et il y a tout un rituel pour qu'elle n'emporte pas la femme qui vient d'accoucher. Il y a un rituel par l'eau, par les piquants, les aiguilles, et il y a un rituel par le feu. Quand j'ai lu ce rituel, notamment le rituel du feu, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'attitude de Isis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Isis cherchait le corps d'Osiris, elle est devenue la nounou d'un fils de roi. Et la nuit, pour le protéger, en fait, elle lui donnait l'immortalité en lui faisant un rituel sur le feu. Eh bien, ce rituel, je l'ai retrouvé dans les récits populaires. C'est extraordinaire. Et le fait de connaître ce rituel de naissance nous aide à comprendre aussi certains contes, notamment certains contes slaves que les conteurs, quelques conteurs ici présents peuvent connaître. Il s'agit de ces contes où une petite fille est toujours poursuivie, enfin une jeune femme, une jeune fille, est poursuivie par une sorcière, et pour la tenir à distance, elle lance derrière son dos un peigne qui devient des piquants, enfin une forêt de piquants. Elle lance un objet qui devient un lac énorme, elle lance autre chose qui devient le feu. Voilà, elle met le feu, l'eau et le piquant entre la sorcière et elle. Quand on connaît ces choses-là, le conte prend beaucoup plus d'importance et de valeur. Voilà.